Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce vendredi 6 décembre. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La France s'apprête à vivre un moment historique, la réouverture de Notre-Dame demain. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à Paris, dont le prince Albert II. Nous retrouverons dans un instant notre correspondant sur place pour en savoir plus sur le déroulé de la cérémonie. Vous l'avez sans doute croisé aujourd'hui dans les rues de la Principauté. Nous évoquerons la Saint-Nicolas, fêtée en la cathédrale de Monaco comme le veut la tradition. Et en gourmandise avec la distribution de chocolat aux jeunes élèves de la Principauté. Et puis nous recevrons parmi nos invités Fabien Deplanche, le président de la Chambre patronale du bâtiment, dressera un bilan du secteur de la construction à l'occasion des 80 ans du syndicat et de la récente livraison de l'écoquartier Maréterra. C'est l'événement. Après 5 ans de rénovation, la cathédrale Notre-Dame de Paris va enfin rouvrir ses portes au public ce week-end. Une cérémonie d'ampleur organisée samedi soir à laquelle va assister le prince Albert II. Justin Hadel, vous êtes notre correspondant dans la capitale française. Comment cette réouverture va-t-elle se dérouler? Vous l'avez dit Sarah, le prince souverain assistera samedi soir à la cérémonie officielle de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Avec lui, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont répondu favorablement à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Parmi eux, on va trouver le président américain élu Donald Trump ou encore l'actuelle première dame des États-Unis Jill Biden, tout comme le président italien, la présidente grecque et même la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Cette réouverture va donc se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, samedi, en fin de journée, avec la cérémonie officielle rassemblant plusieurs centaines d'invités et près de 40 000 spectateurs répartis tout au long des bords de Seine. C'est lors de celle-ci qu'Emmanuel Macron va prononcer son discours sur le parvis avant une cérémonie liturgique au sein de la cathédrale qui rassemblera plusieurs personnalités publiques et l'ensemble des compagnons qui ont contribué à ce chantier. La réouverture se terminera avec un concert le soir aux alentours de 21 h avec de nombreux artistes. Et enfin dimanche, ce sera l'ouverture officielle au public avec une messe à 10h30, une messe inaugurale avec la consécration de l'autel par l'archevêque de Paris. Une deuxième messe sera ensuite organisée aux alentours de 18h30. Alors pour sécuriser ce week-end sous haute surveillance, un dispositif similaire à celui des Jeux Olympiques a été mis en place avec un périmètre de sécurité qui va se durcir plus on va approcher de la date, c'est-à-dire demain. Depuis mercredi déjà, les habitants du quartier voient leur déplacement être restreint, notamment au niveau de la circulation routière. Concernant les restaurateurs et les commerçants, certains vont même devoir fermer tout le week-end, un périmètre qui va donc s'étendre de l'île de la Cité, mais bien au-delà, au quartier adjacent. Aujourd'hui encore, nous pouvons avoir accès à cette île de la Cité, mais dès demain à 7 h, ce ne sera plus possible sans justificatif. Il en reste que vous pourrez suivre de chez vous cette cérémonie officielle, car Monaco Info vous offre la possibilité de suivre l'ensemble de l'événement sur votre chaîne. En effet, Justin, la cérémonie sera diffusée sur notre antenne dès 18h15. Aux commentaires, vous retrouverez Geneviève Berthy et l'abbé Christian Venard. Visiblement, ils ont tous été très sages durant l'année. Les écoliers de la Principauté ont reçu leur chocolat aujourd'hui des mains des élus. Comme tous les ans, le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas, la mairie participe aux célébrations en accueillant les élèves en mairie. Pour l'anecdote, à l'emplacement de l'actuelle cathédrale figurait pendant longtemps l'église Saint-Nicolas. De nos jours, c'est en tant que protecteur des enfants que son culte est perpétué. À savoir que Saint-Nicolas est aussi le patron du Comité national des traditions monégasques qui a participé à la messe qui avait lieu juste avant la distribution. C'est l'un des piliers de l'économie monégasque. Le secteur du bâtiment a été marqué par plusieurs projets d'envergure en 2024. La livraison du collège Charles III et tout récemment le chantier d'extension en mer Maréterra. À l'image du monde de la construction en pleine mutation, le projet répond aux défis de la transition écologique et technologique. Pour parler notamment des projets à venir et les défis, nous recevons ce soir le président de la Chambre patronale du bâtiment, Fabien Deplanche. Bonsoir. Bonsoir. Le syndicat fête ses 80 ans. Il a été créé en 1944, en pleine période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Quels ont été les chantiers les plus marquants durant ces décennies? C'est sans doute le dernier, Maréterra, inauguré mercredi dernier après 9 ans de travaux. Alors oui, effectivement, on a fêté hier soir avec le cocktail du bâtiment l'anniversaire des 80 ans du syndicat. Mais surtout, on a voulu rendre hommage à 80 années de défis relevés, de chantiers historiques en Principauté qui ont structuré
et développer l'urbanisme de la principauté. On peut parler déjà des principaux chantiers comme l'enfouissement de la SNCF, des délaissés de la SNCF, la création d'un nouvel gare enterrée, la création du quartier du Larvoto entre 1960 et 1965, la création du terre-plein de Fontvieille évidemment. On peut en arriver déjà aujourd'hui à d'autres chantiers plus récents que les plus jeunes générations sont en train de découvrir. D'abord le One Monte Carlo en 2019 et tout récemment, le chantier historique de ce siècle, effectivement, l'extension en mer, Mar-et-Terra. Voilà, ce sont des chantiers, bon, on pourrait en parler pendant des heures, il y en a tellement, mais ce sont des chantiers marquants pour le développement de la principauté. Tout à fait, Mar-et-Terra, c'est l'un des chantiers les plus importants en Europe. Il a représenté un défi colossal sur le plan technique, vous le confirmez? Alors oui, effectivement, on a eu la chance de vivre en principauté quelque chose d'assez exceptionnel en réalité, parce que on dit que c'est le chantier historique du siècle pour la principauté, mais il faut se rendre compte que c'est sûrement le chantier le plus technique en Europe qui a eu lieu, car une extension sur la mer pour développer tout un quartier urbain, c'est plus que rare et à des échelles bien moindres, en plus dans un délai record et avec un luxe à son maximum. Donc là, c'est vraiment une prouesse, c'est une prouesse d'ingénierie maritime, c'est une prouesse d'intégration environnementale. Tout a été poussé à son paroxysme et je pense que ce projet redéfinit, novateur, redéfinit en été les normes d'intégration et d'architecture durable sur la mer pour Monaco. Enfin, c'est une référence internationale incontournable. Aujourd'hui, il faut s'en rendre compte. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir vivre cela, en être spectateur ou acteur pour certaines entreprises qui ont pu y travailler. C'est juste inouï, c'est une chance incroyable. L'environnement est-il toujours au centre des préoccupations du secteur? On l'a vu avec le projet d'extension dans lequel le photovoltaïque, par exemple, la végétalisation ont été des termes familiers. Alors oui, tout à fait, parce que Monaco, depuis toujours, et au travers de la vision de ses princes pour le développement de la principauté, vise l'excellence en permanence, nous oblige à nous réinventer, parce qu'on a un fort lien entre le monde du bâtiment et la famille princière depuis toujours. On a d'abord appelé avec affection et déférence le prince Régnier III, le prince bâtisseur. Puis aujourd'hui, sous l'impulsion de notre souverain, sa vision, nous continuons à développer tout ça. Et en plus, avec quelqu'un qui est leader dans le monde, parmi les dirigeants de ce monde, leader en termes d'écologie également. C'est pour nous, on va dire, une forme on en est un peu les dépositaires, on va dire, de tout cela, et ça nous oblige à nous réinventer. Donc dans la droite lignée de ce qui est souhaité par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, l'intégration environnementale, le développement, la transition écologique, le développement durable, l'architecture durable, c'est une évidence aujourd'hui, c'est une obligation. D'ailleurs, à Monaco, a été créé le label BD2M il y a quelques années, qui définissent donc les critères de construction ou de rénovation des bâtis, qui analyse tout ce qui est efficacité énergétique, consommation de l'eau, gestion des déchets, matériaux durables, intégration par rapport à tout ce qui est bioclimatisme aussi, etc. Donc ça pousse à ce que les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les entreprises travaillent de concert pour arriver à faire aboutir des bâtiments les plus respectueux possibles. Quels sont alors les grands projets, les perspectives pour les années à venir ? Alors là, par contre, justement, on est assez inquiet puisque on n'a pas trop de visibilité sur la poursuite d'une activité, on va dire, pérenne pour nos entreprises, mais aussi pour la stabilité des budgets de l'État et de nos institutions, nos caisses sociales. On sait très bien que la démographie salariale et la TVA du monde du bâtiment, qui est un acteur économique central pour la principauté, sont d'importance capitale. Et aujourd'hui, on a de fortes inquiétudes qu'on partage déjà depuis des années, que la Chambre patronale du bâtiment n'a ne cesse alerté au niveau de tout ce qui était acteurs économiques autres ou tout ce qui est services administratifs et le gouvernement, bien sûr. On s'inquiète et ce manque de vision nous laisse à croire que malheureusement, il y aura un trou d'air en 2025. Et il faut absolument réagir de manière immédiate et concrète pour que cela ne traîne pas plus longtemps, parce qu'autrement on va en arriver à ce qu'il y ait des fermetures d'entreprises, des licenciements et d'autres problèmes que l'on va devoir gérer.
Et ça, c'est vraiment très dommage, parce que je pense qu'on aurait pu peut-être l'anticiper et le lisser, peut-être sur une période un peu plus longue, pour atterrir après 10 années de folie de bâtiments en principauté. Aujourd'hui, on est quand même monté à 14 000 employés dans le monde du bâtiment, 385 entreprises, et le bâtiment représente quand même un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros annuels. Donc c'est vraiment capital et central à tous les niveaux. Merci d'avoir rappelé tous ces chiffres et merci beaucoup Fabien Deplanche d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, merci à vous et bonne soirée. Ouvrons une page sport avec d'abord du tir. Les sapeurs-pompiers, les agents de la sûreté publique ou encore les carabiniers du Prince se sont affrontés hier dans le cadre du challenge Johan Gastaldi au stand de tir de Monaco. La remise des prix était particulièrement émouvante, comme le relate Juliette Rappert sur des images de Lionel Bernardi. C'est avec un discours empreint d'émotion que s'est ouverte la remise des prix de la 3e édition du challenge Johan Gastaldi en mémoire à ce carabinier disparu en 2021. C'est un hommage qu'on rend à notre collègue qui est parti un petit peu trop tôt et de ce fait, on est très attachés. Il y a quand même une charge émotionnelle, même si on est tous heureux d'être là justement le lien est important. On voit que quand on mélange les entités, ça fonctionne super bien. Et c'est avant tout ça l'esprit du challenge de tir Johan Gastaldi, c'est la convivialité dans un esprit sportif. Et c'est après une journée de compétition mêlant épreuves de précision et de vitesse que les différentes entités de la force publique, pompiers, carabiniers, sûreté publique et maisons d'arrêt se sont rassemblées pour découvrir les gagnants de cette première édition. La première féminine n'est autre que mademoiselle Mélanie Antoinette de Massy, 7e sur 30 au classement général, et le premier, le carabinier Roman Eyten. On est mélangé en équipe avec toutes les entités. Et au fur et à mesure de la journée, on passe sur différents ateliers qui vont faire un classement au niveau des points. Donc il y aura un classement par équipe mixte, un classement par entité. Et en fait, en finalité, moi je me suis retrouvé à la fin, il y a un classement individuel qui est fait parce qu'ils cumulent aussi les points qu'on fait sur chaque épreuve. Ils prennent les 4 premiers pour faire le carré des As. Et à partir de là, il y a une demi-finale et une finale qui permettent de déterminer les différentes places du 1er au 4e. Un challenge où dépassement de soi et esprit d'équipe ont permis de rendre un bel hommage à Johan Gastaldi tout en renforçant les liens entre les différentes entités de la force publique. Ce 6 décembre est une journée mémorable pour la famille Leclerc et historique dans le monde de la Formule 1. Pour la première fois, 2 frères de la même équipe ont été actifs lors d'une séance. Charles et Arthur ont participé ensemble à la première séance d'essai libre du Grand Prix d'Abu Dhabi. Arthur Leclerc, faisant ses débuts pour Ferrari, a terminé à la 18e place, à 1 seconde 858 de son frère aîné Charles, qui s'est lui hissé à la première place. Pendant la 2e séance d'essai libre, c'est une 6e position pour Charles Leclerc. Demain auront lieu les qualifications que nous suivrons de près, tout comme le Grand Prix dont le départ est prévu à 14 h dimanche. En foot, une belle affiche demain en Ligue 1. L'AS Monaco, 3e du classement, tentera de se relancer face à Toulouse après une série noire. Battue par l'OM en championnat et dominée à domicile par Benfica en Ligue des Champions, les Rouges et Blancs sont à 7 points du PSG. Le coach monégasque Adi Hütter et le jeune défenseur Christian Mawissa ont pris la parole en conférence de presse. For sure we are disappointed about this because we didn't deserve these 2 defeats. Big individual mistakes brought us in some difficulties, but also the reaction after this equalizer in Marseille, also against Benfica, I think it was really good. But in the end, we are a little bit unlucky. Because the performance on the pitch is, for me, it's really good, but the results, makes us a little bit, unsatisfied. It's clear, but we have to keep following our football. Then I think in one moment we are also maybe lucky on the pitch for the result. Comme vous l'avez dit, les résultats sont pas bons, mais le contenu est bon. Ça veut dire qu'on perd pas du tout confiance, au contraire. On dit que ce week-end on a tout à gagner et on dit qu'il faut tout donner pour gagner. Et la confiance est encore là, elle a toujours été là. Et je pense je suis sûr qu'on va faire un grand match face à Toulouse. C'est tout ce que l'on espère et le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 17 h. En basket féminin, le match de National 1 prévu demain contre l'Asvel n'aura pas lieu. L'équipe adverse a déclaré forfait et la rencontre est donc annulée. Prochain match à Colomiers le 18 décembre.
Tout autre chose à présent, cette pathologie touche plus de 35 millions de personnes dans le monde. Je parle de l'Alzheimer. Pour soutenir la recherche, sensibiliser le public, mais surtout apporter un soutien aux patients atteints de cette maladie liée au vieillissement, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer se mobilise pleinement. À l'occasion de ses 15 ans, nous recevons sa secrétaire générale. Bonsoir Sandrine Louchard de la Chapelle. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler les missions de l'AMPA qui sont multiples ? Alors, l'AMPA, donc l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, a plusieurs missions. On fête actuellement les 15 ans de l'AMPA. Ces missions sont au niveau de la recherche, donc il y a une aide à la recherche. On a organisé le prix, notamment d'un poster qui vient en aide aux jeunes chercheurs depuis 2021 avec une remise de prix au Congrès français de psychiatrie, donc qui récompense une équipe qui fait de la recherche sur la psychiatrie du sujet âgé, mais en lien avec les troubles du comportement qui peuvent exister dans la maladie d'Alzheimer, du soutien à des congrès qui soient nationaux, internationaux, et ensuite de la sensibilisation, la sensibilisation autour de la maladie. Il y a par exemple un programme interactif individualisé pour les aidants de psychoéducation qui est en ligne, sur le site internet de l'AMPA. Il y a aussi tout le côté aide à la recherche au sein de la filière gériatrique du centre hospitalier Princesse Grasse et notamment donc au niveau du centre Régnier 3. Et où en est-on dans la recherche aujourd'hui? Quelles ont été les avancées notables ces dernières années? Alors vous savez qu'il y a des avancées, on va dire, d'un point de vue, aide au diagnostic, donc tout ce qui est technologie, que ce soit au niveau des imageries, que ce soit au niveau des biomarqueurs qu'on peut détecter, notamment au niveau du liquide céphalorachidien. Donc il y a cette partie-là de la recherche pour le diagnostic, pour le suivi de la maladie, c'est-à-dire on est de plus en plus précis dans le diagnostic de la maladie. Et puis il y a bien entendu ce qui est le plus important pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est effectivement toute cette partie recherche sur les thérapeutiques. Bien entendu, quand on parle d'une maladie, on a envie de mettre à côté un médicament, une thérapeutique qui pourrait être bénéfique et en tout cas stopper les effets de la maladie. Alors là, tout récemment, puisque ça date du 14 novembre dernier, l'Agence européenne du médicament a autorisé une première immunothérapie ciblée contre une protéine qui est anormale dans la maladie d'Alzheimer. Ça va peut-être être le début d'une thérapeutique qui permettrait de stopper un petit peu l'évolution de la maladie. Parce qu'aujourd'hui, il existe un traitement qui permet donc de ralentir l'avancée de la maladie, mais aucun ne peut réellement la stopper. Actuellement, nous n'avons aucun traitement pour la maladie, mais avec ces nouvelles thérapeutiques, donc ces immunothérapies qui agissent sur une des deux protéines qui est anormale dans la maladie d'Alzheimer, on a un espoir de pouvoir au moins ralentir, j'ai pas dit stopper, j'ai bien dit ralentir le cours de l'évolution de la maladie. Et quels sont les tout premiers symptômes qui permettent de déceler la maladie ? Alors, les tout premiers symptômes, effectivement, on parle classiquement de la perte de la mémoire. J'ai oublié où sont mes clés, mon téléphone, mes lunettes. Ça peut être une plainte de mémoire banale. C'est des plaintes, effectivement, au niveau de la mémoire qui peuvent surprendre un petit peu l'entourage, oublier une date d'anniversaire importante, enfin, des faits marquants. Et puis aussi, il peut y avoir d'autres signes. Ça peut être un trouble de l'humeur, par exemple, effectivement. La dépression peut être un mode d'entrée dans la maladie. Ça peut être un manque du mot, donc un trouble du langage. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des bilans spécialisés au centre mémoire pour pouvoir essayer de bien préciser si cette plainte banale amnésique ou cette plainte du langage est quelque chose qui peut rentrer dans le cadre d'un trouble de l'attention, par exemple, ou alors est-ce qu'il faut pas avoir une vigilance plus particulière? Est-ce que c'est pas le début d'une pathologie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer qui je le dis, est effectivement la maladie neurodégénérative actuellement la plus fréquente puisque c'est 70% des pathologies neurodégénératives actuellement. L'association fonctionne grâce à la générosité. Dites-nous alors, comment peut-on vous aider ?
Alors, on peut tout à fait faire des dons à l'AMPA. Il y a un site internet qui est fait, donc qui est relié aussi donc avec une structure de secrétariat et administrative, j'allais dire, et qui permet, si on le souhaite, de faire des dons à l'AMPA, qui va le redistribuer, comme je vous l'ai dit, dans différentes directives, que ce soit de la sensibilisation, de la recherche, du soutien à des jeunes chercheurs et autres. Merci beaucoup Sandrine Louchard de la Chapelle d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne soirée. Les enfants qui, après la Saint-Nicolas aujourd'hui, profiteront d'un moment rien qu'à eux, samedi 14 décembre. L'association Les Smileys Monaco organise la journée des lutins malins. Au programme, activités et jeux autour de ces petits personnages. Tous les bénévoles seront déguisés en lutins et parmi eux, un lutin malin aura pour mission d'amuser la galerie. Le rendez-vous est donné au Square Gasto de 10h à 17h. Une participation de 5 € sera demandée par enfant. L'argent permettra de financer les mascottes phares de l'association qui sont habituellement offertes au centre de secours et de santé de la Principauté pour décontracter les petits lors des soins. Une idée sortie pour le week-end. Les artistes de l'Association internationale des arts plastiques, accompagnés d'artistes invités, présentent une nouvelle exposition sur le quai Antoine Ier. Ouverte aujourd'hui et jusqu'au 20 décembre, le salon annuel interroge cette fois notre rapport à la virtualité. Voyez-en un aperçu dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Les œuvres de 40 artistes sont rassemblées ici pour exposer leur idée du futur, une thématique unique qui donne lieu à des représentations multiples. Se positionner en tant qu'artiste, se questionner sur notre rapport à la société aujourd'hui, avec le digital, avec l'espace virtuel, avec les changements de paradigme et cette société toujours plus complexe. Ils sont tous très différents, ils utilisent les médiums différents, des médias différents, des styles différents et transgénérationnels, donc ça brasse vraiment une grande palette artistique. Ania fait partie des exposants. Sa vision des nouvelles perspectives prend la forme d'un homme en pleine mutation. Cet homme a une tête beaucoup plus grande, très démesurée. Il a des palmes et son crâne est en train de se déformer. Et nous pensons beaucoup, nous faisons peu de choses. On vient de l'eau et probablement on va vers l'eau. C'est des morceaux d'horloge anciennes et je trouve que déjà le mécanisme est extraordinaire des horloges. Maintenant, nous passons dans une nouvelle époque de tout ce qui est électronique, donc c'est des microchips, tout est micro. Et la réminiscence de ce passé est absolument fantastique. Elle est toujours en nous et on a une admiration infinie pour ces pièces. Et puis ça donne une dimension supplémentaire à cette œuvre. L'association prend soin de promouvoir les arts plastiques à travers la Principauté en favorisant l'échange entre artistes. Cette exposition met aussi à disposition un métaverse pour permettre à des artistes du monde entier de participer de façon virtuelle. Nouvelle perspective, c'est à découvrir jusqu'au 20 décembre, l'entrée est libre. Autre idée sortie culturelle et toujours autour de l'art contemporain, l'espace 22 situé sur le boulevard d'Italie accueillera Simona Negrescu pour son exposition Unrelated. L'artiste de renom basé en Suisse utilise des matériaux surprenants comme des graines, du sable ou encore du verre. Le vernissage avait lieu hier et les œuvres sont à découvrir jusqu'au mercredi 18 décembre. Pour réconcilier les jeunes avec la musique classique, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise chaque saison des concerts jeunes publics. À chaque représentation, une grande œuvre classique est revisitée. Mercredi dernier, La Fille de neige de Rimsky-Korsakov a été sublimée par la participation d'un comédien et d'une artiste sur sable. Retour en images avec José Sacré et Camille Caloni. Concert jeune public mercredi 4 décembre à l'Auditorium Régnier 3 devant plus de 600 enfants et leurs parents. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Philippe Béran, le comédien Johan Montpart récitant et l'artiste sur sable Marina Sosnina ont raconté, interprété et illustré une histoire merveilleuse intitulée Sniegurochka, et en russe, en français, donc si on fait la traduction, ça signifie la jeune fille de neige, la jeune fille faite de neige en fait, puisque c'est un mythe très ancien, un mythe slave très ancien. Dans cette histoire, en fait, Sniegurochka est la fille du vieil hiver et de la fée du printemps.
Et donc ils ont eu une fille, et cette fille donc est faite de neige. Quand il voit la fille de neige sortir de la forêt. Et donc là, c'est vrai que pour l'auditeur, c'était vraiment un bel après-midi, parce que déjà la musique est tellement parlante, c'est la musique russe dans tout ce qu'elle a de beau à la fin du 19e siècle, qui est très proche du folklore aussi, mais qui est magnifiquement orchestré par Rimsky-Korsakov. Vous savez que Rimsky était le professeur de Stravinsky, hein, et après on voit déjà tous ces grands ballets russes qui 20-25 ans après vont naître de la main de Stravinsky. Les enfants, très sages pendant tout le concert, ont-ils apprécié? Réponse. Est-ce que ça vous a plu? Alors au revoir les enfants! Mission réussie donc. Un point sur vos prévisions météo à présent avec Alban Gingembre. Bonsoir, il me semble que le soleil se fera plutôt discret ce week-end. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. En effet, on débute le week-end sur un temps plus mitigé. Le ciel bleu ne persistera pas demain en principauté. Des nuages feront peu à peu leur apparition dans l'après-midi avec de possibles foyers orageux et averses en soirée. Les températures varieront entre 10 degrés le matin et jusqu'à 14 degrés l'après-midi. Et en ce samedi 7 décembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Ambroises. Merci Alban, c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Et puisque ce journal était teinté d'art, on se quitte sur les photographies de la Villa Paloma où l'exposition Francisco Tropa Paesine vient d'être inaugurée. Stéphane Dana nous donne à voir les œuvres de l'artiste portugais qui seront accessibles jusqu'au 21 avril prochain. Me concernant, je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'après-JT consacré à l'Orchestre des Carabiniers du Prince.